pour résumer, avec Tariq Ramadan, on s'est entendu pour que moi je fasse un panorama de la mémoire longue de tout ce qui est préparé, donc des trahisons qui ont été faites aux Arabes. Depuis 1915. Dès 1915, oui, absolument, pour démanteler l'Empire ottoman et en plus démanteler cet Empire ottoman au bénéfice des Occidentaux qui avaient promis aux Arabes l'indépendance, etc., et qui n'ont jamais tenu parole. Ils ont rajouté à ça la déclaration Balfour qui donnait la Palestine donc, comme foyer national juif, etc., au mouvement sioniste. Et donc tout ça, pour moi, a préparé ce printemps arabe à travers le démantèlement aussi des pays non alignés, dans lesquels les pays du Maghreb et les pays du Moyen-Orient étaient très actifs. Et tout ça a fait que l'Occident, les États-Unis, la France et l'Angleterre particulièrement, en tête de cet Occident-là, et les Belges, qui avaient beaucoup de colonies en Afrique, ont mis donc déjà dès 1919, dès 1923, et ensuite les années 50-60, des gouvernements qui étaient en fait soit des impérialismes avant les années 50 et après les années 50-60 du néocolonialisme, et aujourd'hui nous sommes des pays totalement néocolonisés et les régimes que nous avons étaient des régimes installés pour servir la guerre froide de l'Occident, servir de paravent contre les modèles non alignés ou socialistes ou marxistes-léninistes, etc. Et aussi servir de relais au pillage de nos richesses. Et au passage, nos tyrans se servaient et s'enrichissaient aussi sur le dos de nos peuples. Sans gêne. Alors, ce qui fait que donc, ça a fini par provoquer le printemps, parce que c'était le ras-le-bol, les peuples tunisiens, etc., n'en pouvaient plus, et l'Occident. Alors ça, c'est la partie de Tariq Ramadan que lui a expliqué, donc plus l'actualité maintenant, et qu'est-ce que ça veut dire, et comment, les tenants, les aboutissants et les magouilles derrière, eh bien, il s'avère que les États-Unis ont été très actifs, particulièrement, à former avec Google, etc., avec des multinationales, à fomenter les balbutiements de ce qu'on a dit être une révolution spontanée. C'est vrai, il y a une part spontanée, il y a une part de ras-le-bol des peuples, mais les États-Unis et l'Occident ont compris qu'il fallait changer de garde. Et c'est un peu ça que Tariq Ramadan a expliqué en montrant comment la manipulation, la mainmise déjà derrière le soulèvement de ces soulèvements, comme il les appelle lui, les soulèvements des pays arabes, étaient téléguidés. Et moi, je complétais ça avant lui, mais on se complète tous les deux, en disant que maintenant, ils veulent garder le contrôle de comment ces printemps arabes vont se transformer. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils montent en épingle le tigre de papier qui s'appelle la menace islamiste. Alors attention, la menace islamiste, si vous ne votez pas, si vous ne faites pas les gouvernements que nous vous indiquons, eh bien vous aurez les islamistes et nous tombons dans ce piège. Et il ne faut pas. Alors c'est cette polarisation dont apparaît Tariq Ramadan qui fait que chez nous, dans les pays du printemps arabe, là, la Syrie, ils sont encore dans un bas de sang, etc. Mais là où les mouvements ont abouti à mettre dehors les tyrans avec la complicité de l'Occident parce qu'ils voulaient s'en débarrasser puisqu'ils ne marchaient plus, comme je dis, il fallait changer de garde, eh bien, on en est maintenant à nous-mêmes nous polariser entre laïcs, islamistes, pas laïcs, pas islamistes. Et quand on est polarisé dans cette espèce de dispute, de querelle à deux dimensions et uniquement polarisé comme ça, eh bien, on perd l'occasion de chercher, comme l'a dit Tariq Ramadan, et comme je l'ai dit moi-même avant, de chercher des véritables alternatives, d'autres modèles complètement différents, altermondialistes, alternéolibéraux, penser autrement l'économie, la société, la politique, la démocratie. Alors voilà en résumé un peu ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, Tariq Ramadan et moi. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors bonsoir, nous avons l'immense plaisir de rencontrer M. Tariq Ramadan ici à Montréal après cette excellente conférence que vous avez présentée devant un parterre d'intéressés montréalais. La première chose, c'est que cette journée, je crois qu'elle était chargée pour vous. Je crois qu'elle était couronnée par votre rencontre avec le Dalai Lama.
Comment ça s'est passé cette rencontre? Écoutez, d'abord, merci de votre invitation. C'est une journée très très chargée parce qu'il y avait une conférence sur la paix pendant la matinée, puis cette conférence sur ce qu'on appelle le printemps arabe ou les soulèvements arabes aujourd'hui. Alors, bon, c'est pas la première fois que je rencontrais le Dalai Lama. Je l'ai rencontré une première fois il y a 21 ans, en fait, puis ensuite une autre fois dans d'autres conférences. Mais j'étais allé à Dharamsala avec des étudiants pour le rencontrer. Puis là, on a eu une rencontre ce matin qui est tournée autour de ces positionnements ou de nos positionnements sur la question de la paix. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de convergence entre ce qu'il dit. Il dit par exemple que sur la question de la corruption, sur la question de l'injustice et de la pauvreté, on était d'accord sur le fait que si on veut promouvoir la paix, il faut lutter contre les causes. Donc il a une personnalité très joviale, très souriante, mais en même temps très consciente des crises qui nous habitent et du point de vue musulman, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de choses en commun. Vous dites qu'il y a plusieurs manipulations derrière la scène politique pour contrôler, entre autres, les intérêts économiques, forcément, et créer le faux sentiment de démocratie chez les populations qui se sont soulevées. Donc, c'est à savoir dans cette optique-là, comment la démocratie peut être possible. Ou sinon, est-ce qu'il y a une autre forme de régime qui pourrait être... Non, la démocratie et la démocratisation sont possibles. Simplement, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas imaginer que les peuples se soulèvent sans que, comme ceci, parce que tout à coup, une personne s'est immolée par le feu. C'est possible que ce soit l'élément déclencheur, mais ce n'est pas l'élément préparateur. Et quand vous avez des États qui payent des institutions pour former des jeunes à la mobilisation non violente, aux techniques de mobilisation, faut étudier ça, parce que ça c'est très important. Après, une fois qu'on a étudié ça, c'est là où il faut se rendre compte que ce peut être des mouvements non violents qui vont amener à la démocratisation, mais ils n'ont pas fermé le jeu. Il reste encore aux populations à avoir quelque chose à dire. Et c'est là où c'est important d'avoir une société civile et des intellectuels qui ne soient pas naïfs, qui n'achètent pas à un prix comptant ce qu'il leur est donné par les États, mais qui en même temps fassent confiance aux populations. Et ce que j'ai répété pendant la soirée, c'est qu'il faut absolument que dans les sociétés arabes, on cesse la polarisation, c'est-à-dire de croire qu'il n'y a que deux pôles, soit les laïcs, soit les islamistes, puis qu'entre deux ceux-ci, finalement, on ferme le jeu politique, on ferme le jeu des possibles. Parce que les principes de la démocratie au nombre de 5, pour moi, ils ne sont pas discutables. Ceux qui fondent les valeurs de la société plurielle, l'état de droit, la citoyenneté égalitaire, le suffrage universel, ce qu'on appelle en anglais des accountability, c'est-à-dire vraiment le fait qu'on a un mandat, on doit en rendre compte, et puis la séparation de pouvoir. Pour moi, ça n'a rien de problématique d'un point de vue islamique. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'à partir de ces principes, les sociétés trouvent leur modèle, qu'elles façonnent leur propre modèle en fonction de leur histoire et leur psychologie collective. C'est là que c'est le plus important. Et donc, moi, je suis en train d'écrire un livre là-dessus où j'essaye, en l'occurrence, dans la deuxième partie du livre, ou dans la dernière partie du livre, de vraiment poser les vraies questions qui se posent à la conscience musulmane contemporaine pour essayer de trouver des voies vers la démocratisation. Trouver des voies. Tout à l'heure, justement, le docteur qui vous accompagnait parlait de l'altermondialisme. Est-ce que ça serait une alternative selon vous, ça? L'altermondialisme, c'est pas un modèle. L'altermondialisme, c'est une position économique qui conteste l'économie néolibérale. Et je pense qu'il y a des critiques intéressantes qui proviennent de ce mouvement idéologique, mais il n'a pas d'alternative à nous proposer. L'altermondialisme aujourd'hui, c'est un mouvement de critique par rapport à l'ordre des choses, pas forcément une proposition claire sur ce que devraient être les choses par ailleurs. En tout cas, beaucoup de visions contradictoires. Et le problème de l'altermondialisme souvent, c'est que ce sont des mouvements qui se sont situés comme progressistes d'un point de vue économique et social, pas forcément très très ouverts d'un point de vue religieux. Et pour les sociétés majoritairement musulmanes, de voir le phénomène religieux complètement disqualifié de la discussion, c'est pas ce qui va les rapprocher. Donc je pense que ce peut être une voie pour l'analyse critique de l'économie, pas forcément encore pour l'alternative politique. Monsieur Tariq Ramadan, dans votre conférence, vous avez dit que vous êtes un optimiste prudent. Donc le mouvement arabe, est-ce que vous pensez qu'il a une chance de réussir et de s'échapper aux manipulations?
Oui, moi je pense que Omar Maktouf a dit une chose que je ne cesse de répéter, et je suis complètement d'accord avec lui là-dessus, c'est que ce sont des mouvements irréversibles. Quelque chose a changé et qu'il y a un verrou qui s'est brisé. Et donc, ça prouve qu'il y a un potentiel. À partir de là, tout est possible. À partir du moment où il y a une conscience populaire qu'on peut déloger des dictateurs, qu'on peut vaincre par le nombre, eh ben, c'est possible. Et le meilleur exemple, c'est la Syrie. C'est-à-dire que personne n'imaginait que ça aille aussi loin, c'est-à-dire que vraiment ils tiennent aussi longtemps, 6 mois, pratiquement tous les jours de mobilisation, les vendredis encore davantage, et donc ça prouve qu'il y a des potentiels extraordinaires et qui pourraient dépasser ce qu'on a voulu contrôler au départ. Donc oui, c'est possible. Encore une fois, il faut mettre tous les atouts de notre côté, réveiller la société civile, réveiller les intellectuels et les journalistes, les femmes qui doivent vraiment faire partie de ce processus de façon, comme elles l'ont d'ailleurs été, de façon encore plus affirmée, et tout est possible. Donc en l'occurrence, je pense qu'il faut rester optimiste de ce point de vue-là. Vous êtes revenu souvent aussi sur le fait que les pays occidentaux, pendant des années, ont appuyé ont soutenu les dictatures qui étaient en place. Donc, expliquez-nous pourquoi ces pays-là se sont soudainement mis à appuyer les révoltes qui se sont opérées dans le monde arabe. Oui, j'ai essayé de l'expliquer pendant la conférence, c'est-à-dire que ça paraît contradictoire. Comment soutenir des dictatures et soutenir ses opposants? Par ailleurs, on sait aussi que dans le marché des armes, ça a souvent été le cas. On a souvent, les États-Unis, ils vendaient aux uns aux autres et se faisaient de l'argent sur les morts des deux côtés. Ici, d'un point de vue géostratégique, on s'apercevait que d'abord, la situation devenait de plus en plus invivable d'un point de vue économique, paupérisation, pauvreté, marginalisation, le prix du pain qui a augmenté de façon exponentielle en Tunisie, et c'était la réalité. Des gens disaient en Égypte ça va exploser. Donc on avait une situation socio-économique très très difficile. On est dans des situations de fin de règne. Ben Ali est très malade, qui va reprendre la relève? Et Moubarak, on voit son fils qui tient 60% du marché des grandes entreprises égyptiennes, est en train de lorgner du côté de l'Asie, du côté de la Chine. Donc, parce qu'il sait en l'occurrence que la Chine, elle ne lui demande aucun compte humain. C'est-à-dire les droits de l'homme, ils s'en fichent complètement. Tant qu'on fait du business, ça marche. Et donc, on a aujourd'hui des fins de règne. Et puis le déplacement, l'arrivée de nouveaux acteurs sur le plan régional, des acteurs comme la Chine, l'Inde, la Russie. Et on verra qu'ils ont beaucoup dit, d'ailleurs, la Russie s'est opposée à l'intervention de l'OTAN en Libye, elle soutient la Syrie, la Chine c'est la même chose, l'Amérique du Sud, le Brésil, qui est aussi dans la région, la Turquie. Et tout à coup, ces nouveaux acteurs mettent à mal l'ancienne stratégie. Il n'y a plus de privilèges, il n'y a plus de monopole régional possible. Et donc, il faut trouver d'autres voies. Et d'autres voies, c'est peut-être effectivement de soit faire jouer plus spécifiquement l'armée, ou un régime apparemment plus démocratique, en gardant quand même une mainmise sur l'accès parce que quand le système politique va s'ouvrir, ceux qui vont permettre d'avoir un accès dans le système politique ouvert, c'est peut-être les multinationales. Or, les multinationales qui sont aujourd'hui les fers de lance de la politique régionale sont des multinationales qui, sur le plan de la production du pétrole, sur le plan du transport, restent américaines et européennes. Vous avez parlé aussi du rôle des Canadiens qui sont issus de ces pays qui sont en soulèvement. Ils ont un double rôle par rapport à leur pays d'origine, mais par rapport aussi à exercer un rôle à exercer dans leur pays, deuxième pays d'adoption. Alors comment vous pouvez le définir? Non, pas un pays d'adoption. Ils ont un rôle à jouer dans leurs deux pays. C'est-à-dire on peut tout à fait être tunisien et avoir une double nationalité. Mais ici, donc par rapport au pays d'origine, s'informer, comprendre ce qui se passe, comprendre la complexité, puis par rapport au Canada, être un vrai citoyen, s'engager, contester la politique étatique sur le plan des choix, de soutien aux dictateurs. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut travailler, il faut s'y engager. Et moi, ce que je conseillerais aux citoyens canadiens d'origine tunisienne ou égyptienne ou marocaine ou syrienne ou autre, c'est effectivement de faire ce double travail d'information sur ce qui se passe et d'information autour de nous et puis de mobilisation politique. C'est très important de montrer qu'on a des valeurs ici qui veulent défendre le droit de peuple à l'autonomie.
À chaque fois que vous mettez le pied à Montréal, ça suscite la controverse, autant sur la scène médiatique que dans la population. Vous croyez que c'est dû à quoi? Pourquoi ici les gens ont certaines réticences? D'abord, je crois qu'il faut véritablement que vous mettiez ça au niveau où ça se passe. C'est toujours les mêmes associations, c'est une association et demie autour d'une personne qui envoie 10 000 mails et qui aimerait qu'on fasse controverse et ça ne marche pas toujours, si ce n'est que j'ai quelques médias qui viennent et qui ont vu passer un mail et qui parlent « Ah, il y a de la controverse ». Alors, il faut donc garder les choses dans leurs proportions. Parce que les gens qui sont derrière ceci, le petit groupe de personnes qui sont derrière ceci, essayent de se faire de la publicité sur mon dos. C'est-à-dire que plus ils peuvent faire de la controverse autour de moi, plus ils seront entendus parce que finalement, ils n'ont aucune audience au niveau de la communauté musulmane. Très peu d'audience. Ça peut vous aider à la limite, ça. Mais ça ne m'intéresse pas, moi, qu'ils m'aident. Moi, ce qui m'aide, c'est l'honnêteté, c'est pas la malhonnêteté politique. Et donc, quelqu'un qui est malhonnête ou qui crée la controverse ou qui, en même temps, vous avez des gens qui n'ont pas du tout d'audience parmi les musulmans, puis vous en avez d'autres qui sont totalement, obsessionnellement en soutien avec Israël. Et donc, dès que je dis quelque chose, il faut m'attaquer. Ceux-là, je leur dis, c'est vous qui avez un problème avec la liberté d'expression, pas moi. Et je ne vais pas leur répondre. En l'occurrence, je ne leur donne aucune publicité. La caravane passe et ils aboieront. Mais je passerai, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens de m'interdire d'entrer dans ce pays et ils sont chaque fois un tout petit peu plus crispés à l'idée que ce propos est entendu. Donc leur crispation est ma récompense. Alors merci beaucoup.